Et voilà, maintenant nous allons aborder euh, une, une question très importante du terme du bel canto. Bel canto, en français le beau chant, désigne en fait en musique baroque et romantique une technique de chant fondée sur la recherche du timbre, mêlant virtuosité vocale et utilisation d'ornements, de nuances, des vocalises sur une tessiture le plus étendue. Dans la tradition lyrique italienne, cette expression témoigne de l'empreinte durable qu'ont laissé dans ce domaine les chanteurs et compositeurs du XVIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle, où le bel canto est la technique préférée pour chanter dans l'opéra européen. Dans une acceptation plus étroite, le bel canto signifie l'art du chant lyrique, c'est-à-dire le chant pratiqué à l'opéra depuis le XVIIe siècle par les voix des solistes. Mise en valeur des capacités vocales des interprètes, souvent au détriment de l'action scénique, habilité technique époustouflante, avec beaucoup de prouesses diverses, trilles, roulades, notes piquées, longues cadences improvisées, sont les principales caractéristiques du bel canto, au moins pendant XVIIe et XVIIIe siècle. La virtuosité développée par les chanteurs a non seulement contribué à faire évoluer la technique du chant dans des genres très éloignés de l'opéra, comme la musique sacrée, mais également stimuler le développement de la technique instrumentale. Dérivé du procédure de l'écriture musicale, dit de la monodie accompagnée, technique née en même temps que l'opéra et qui en est indissociable. Le bel canto est naturellement centré autour de la mélodie. Il s'oppose donc au chant polyphonique du Moyen Âge et prend ses racines à l'époque, je dirais plutôt à l'époque baroque. Voilà, et donc au XVIIe et au XIXe siècle, les principaux acteurs du bel canto ont été les castrats. Et après, cette tradition était prolongée euh, par de grandes interprètes féminines. La prééminence de la technique vocale incarnée par le bel canto de tradition baroque tend alors à disparaître au profit d'une expression plus réaliste des émotions, d'un discours musical plus fluide, moins codifié par l'art, même plus accessible à la classe montante de la société industrielle. La bourgeoisie préférera l'univers plus concret des tournements du romantisme, et ça, nous nous approchons du XIXe siècle, à celui de la féerie baroque désormais désuète du bel canto. Rodolfo Celetti, dans son ouvrage Histoire du bel canto, estime quant à lui que la Sémiramide de Rossini était le dernier ouvrage proprement belcantiste et signe la fin du bel canto.
Cependant, on ne saurait pas exclure de la liste des compositeurs belcantistes comme Bellini ou Donizetti, dont les œuvres telles que la Norma ou encore Lucia di Lammermoor referment cette période de l'opéra italien. Donc, le terme bel canto, avant tout, historiquement parlant, désignait la grande virtuosité. Et ici, nous avons une question très intéressante, justement, de la virtuosité. Parce que au XXe siècle, les chanteurs furent très à l'esclavage, je dirais, de la partition écrite, parfois sans connaître la vraie tradition. Ils avaient beaucoup de peur, beaucoup d'hésitation pour l'improvisation, c'est-à-dire beaucoup d'interprètes, notamment comme Pavarotti, pensent qu'il faut chanter tout ce qu'il est écrit dans la partition et exactement de cette manière, c'est-à-dire en respectant toutes les notes qui sont écrites, si je suis un peu vulgaire dans mes expressions. Finalement, la question est bien plus profonde. Il faut se souvenir que les compositeurs baroques, je vous rappelle que l'époque de baroque finit avec la mort de Jean-Sébastien Bach, donc en 1750. Donc, les compositeurs baroques supposaient la liberté de ou pour la virtuosité, c'est-à-dire les ornements et les coloratures, tout ce qui colorait l'interprétation était au choix libre de l'interprète. L'interprète pouvait choisir comment embellir tel ou autre morceau musical. Et le mot est intéressant, comment embellir. Voilà. C'est-à-dire rendre plus beau, plus original. Cette tradition, on la trouve encore dans les partitions de Rossini, où le compositeur écrivait une ronde, et cela supposait que surtout la cantatrice allait improviser et choisir une autre improvisation à sa guise, suivant sa culture, ses capacités vocales et techniques. Ce qui est intéressant, cette tradition d'improvisation n'était pas du tout morte jusqu'aux, je dirais, les années 1920, avec tels interprètes comme Fernando de Lucia, comme Mattia Battistini et Madame Ivoghine. Comment connaître cette tradition? Donc, tout ce que je dis, ce ne sont pas des mots vains ou des spéculations théoriques. Pour s'en rendre compte, il suffit d'écouter les enregistrements des chanteurs qui avaient fait leur carrière au XIXe siècle, c'est-à-dire qui étaient encore bien plus proches de la tradition antérieure à eux et je dirais presque oubliés à présent. Voilà, et pour s'en rendre compte, nous allons écouter l'air de Violetta Kestrano, de l'opéra de Giuseppe Verdi, La Traviata, et il faut analyser surtout la deuxième partie où la cantatrice introduit non seulement les aigus à sa guise, mais aussi elle interprète avec la liberté rythmique.
Et si on rend compte des difficultés techniques de l'enregistrement de cette époque, on sera surpris par cette liberté rythmique. On peut, comme font les pianistes en interprétant du Liszt ou du Chopin, donc la liberté rythmique qui s'offre cette cantatrice. Dans l'autre ère de René, de l'opéra Le bal masqué de Giuseppe Verdi, nous allons entendre que Battistini transmet d'une octave plus haut certains passages. Au lieu de chanter T'es perduto la patria, il chante T'es perduto la patria, t'es perduto la patria. C'est-à-dire, il ajoute pour rendre plus expressif, pour rendre plus expressif son chant, pour qu'il soit plus beau, plus original. Voilà, et les chanteurs, ils avaient toute liberté pour être originaux. Ils n'étaient pas du tout coincés par la partition. Et pour ça, il n'y a pas d'exception. Notamment, nous écouterons sans doute aussi de nombreux morceaux interprétés par Fernando de Lucia avec cette vieille école, ou l'école éternelle, si vous voulez, du bel canto. Voilà, avec une très grande liberté, très grande liberté. C'est-à-dire, si vous pouvez aborder en aigu, vous pouvez l'ajouter à la partition. Si votre état du moment, par exemple, la fatigue, ou je ne sais pas, l'âge, ou les deux, ne permettez pas d'atteindre certains aigus, vous avez tout le droit de les supprimer. Voilà. D'ailleurs, certains traces on trouve assez tardivement au XXe siècle chez les chanteurs comme Tito Schipa. Voilà. Et donc, il ne faut pas avoir peur d'interpréter, seulement il faut savoir comment. Et pour connaître la tradition, je répète, il faut écouter les enregistrements des chanteurs qui avaient fait leur carrière dans les années 1870. Voilà. Et encore, il faut rajouter à cela la liberté de l'étendue de la tessiture. N'oublions pas l'année cruciale, c'est-à-dire 1836, où pour la première fois, les voix étaient séparées, voilà, étaient distinguées en tant que les voix légères et les voix graves, avec l'œuvre de Giacomo Merber, Les Huguenots, en 1836. Avant cette date, c'est non seulement que la virtuosité était possible, c'était aussi le registre, plutôt la tessiture vraiment étendue. Voilà, et nous verrons aussi l'exemple de l'opéra de Bellini Norma. 2 secondes, il faut que je consulte mes documents. Voilà donc un opéra en 2 actes de Vincenzo Bellini,
qui a été créé en 1831 à la Scala de Milan, sous la direction du compositeur avec Giuditta Pasta dans le rôle de Norma. Le rôle titre était trop élevé pour Pasta et la première fut en échec. Après la transposition dans demi-ton, la quatrième représentation fut en triomphe. Norma est à la fois orgueilleuse, passionnée, vindicative, et la difficulté du rôle est de faire ressortir ses sentiments en plus de l'épreuve vocale, car le rôle de Norma passe pour être vocalement très, très difficile. Pourquoi? Parce que comme il n'y avait pas de sous-division des voix, Bellini pouvait se permettre cette grande fantaisie sur une étendue presque sans borne. C'est pour ça que au XXe siècle, quand nous sommes coincés dans cette vision de la division des voix légères et graves, on peut se poser de maintes questions. Est-ce que c'est pour le soprano dramatique que ce rôle a été écrit, ou c'est pour le soprano colorature? Mais c'est la question purement de notre époque, voilà, qui ne se posait pas à l'époque de Bellini, voilà, qui même ne pouvait pas imaginer que quelques années après, il y aura cette division des voix, et donc c'est un rôle d'une ampleur colossale. Et c'est pour ça que très peu de cantatrices du XXe siècle pouvaient aborder ce rôle. Et à mon avis, la meilleure interprète, c'était bien sûr Maria Callas, mais aussi ce qu'ont fait les cantatrices comme Jan Sutherland, comme Soliotis, comme Montserrat Caballé. C'est aussi bien, techniquement parlant, c'est aussi bien extraordinaire. Et c'est vraiment que c'est la renaissance de la tradition, de la grande liberté, de la grande virtuosité. Voilà. Seulement, ce que je peux supposer que aussi ce rôle supposerait quelques, je sais pas, je dirais un peu plus de liberté rythmique. Voilà, si on réfère à la manière de Madame Ivo Green, comment elle abordait le répertoire lyrique. Donc, ces cantatrices-ci, quand même, se sont abstenues de cette liberté rythmique, mais au niveau de l'expressivité et de la virtuosité, je pense qu'elles étaient tout à fait au même niveau que les interprètes du 19e siècle.